Mesdames, messieurs, bonjour. On est très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi. Eh bien, aujourd'hui, je le rappelle qu'on est mercredi 8 janvier 2025. Et oui, alors, les nouvelles de la météo, eh bien, il fera très beau aujourd'hui. Ça variera entre 18 et 8 degrés le soir. Donc, il faudrait bien se couvrir le soir. Eh bien, une bonne feuille de route a été concoctée spécialement pour vous, chers amis du matin. Eh bien, on va commencer, bien sûr, le bal de cette matinée avec la rubrique de droit. Il sera question de parler sur la loi relative du droit des malades. Et oui, aujourd'hui, Saber Jamila va répondre à quelques questions. Et bien sûr, le CRASC sera présent avec nous, avec M. Habib Benkoula, architecte, où il sera question de revenir sur la conférence sur les monuments décolonisés. Alors, elle a été présentée par Suzanne Sliomovic. Eh bien, on reviendra sur ce sujet qui est très important. Et bien sûr, l'invité de la matinale, Madame Fadela Sahri, qui a à son actif 5 ouvrages. Et bien sûr, le dernier ouvrage est très beau puisqu'il relève à le vêtement traditionnel oranais. Voilà. Et bien sûr, le théâtre sera présent avec nous, avec le dramaturge Mihoubi, Mohamed Mihoubi, qui sera présent avec nous, qui nous parlera de l'événement qu'il prépare demain en hommage à Mohamed Belfadel, dramaturge et homme de théâtre. Dernière ligne droite, comme on commence en beauté, on finit toujours en beauté, le bonjour d'Algérie. Eh bien, on aura Madame Samira Sayah. Alors, elle est dans la confection de gâteaux traditionnels, typiquement algériens. Alors là, ce sont des gâteaux qu'on trouve uniquement en Algérie. Eh bien, on verra cela avec elle. Et comme le veut la tradition, on commence notre feuille de route aujourd'hui, comme d'habitude et comme d'accoutumé, avec une très belle chanson. Abdallah Ghlamallah, Ya Mustghalem, Ana Yalli Nabrik. يا مستغالين يا نبغيك ما نصبرش عليك انا يا نبغيك ما نصبرش عليك انا يا نبغيك اي اي يا مستغالين حبيت كلهم ناس جديد انا يا حبيت كلهم ناس جديد ناس العرصاص قصيت كيف حال المطمر وديك يا مستغالين انا يا نبغيك يا مستغالين انا يا نبغيك ما نصبرش عليك انا يا نبغيك ما نصبرش عليك اي اي يا مستغالين ظلام الليل يحلى لي السونتر فيل كي ظلام الليل يحلى لي السونتر فيل سان جيل اوريزانفيل سان شال مون بليزير نجيك يا مستغالين انا يا نبغيك يا مستغالين انا يا نبغيك ما نصبرش عليك انا يا نبغيك ما نصبرش عليك اي اي يا مستغالين على بيموت سقسي سيتي وشي ناسي على بيموت سقسي سيتي وشي ناسي سيتي بوري ساسي بالبدر برد الحال يجيك يا مستغالين انا نبغيك يا مستغالين انا يا نبغيك ما اصبرش عليك انا يا نبغيك ما اصبرش عليك انا يا نبغيك يا مستغالين
غينال في الطب انا الرجال لا فوني غينال في الطب انا الرجال بلاص دو لوبيتال سان جوي والبريزيني يا مستغانيم يا المغرب يا مستغانيم يا مستغانيم أنا يا نبغيك et je dis que يا الجزائر أنا يا نبغيك. J'adore mon pays, toutes les villes de mon pays sont très belles et bien sûr on a certainement vous avez suivi avec nous cette belle chanson où vous êtes en train de déguster un bon café devant vous. Alors ceux qui prennent du chocolat chaud, eh bien c'est de mise puisqu'il fait très froid le matin et c'est l'occasion de prendre un bon chocolat chaud le matin. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, nous allons parler aujourd'hui avec Maître Djamila Saber sur la loi relative des droits des malades. Eh bien, elle est là, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour Iman. On ne peut plus se passer de vous, finalement. C'est réciproque. Merci. Parce qu'on n'arrête pas de nous tarabuster sur les réseaux sociaux et nous poser ces questions, s'il vous plaît, tel et tel sujet. Donc, on est en train on vous promet qu'on va les faire tous, Inch'Allah, Ya Rabbi. Donc, et chaque semaine, on abordera un sujet qui sera à la demande de nos chers amis téléspectateurs et nos chers amis du matin. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des droits des malades. Tout à fait. Voilà, et c'est un sujet très épineux d'ailleurs et très important aussi. Voilà. Donc, un aperçu justement sur cette loi qui protège le malade. Tout à fait. Donc, la loi, et généralement, il y a deux lois. Bon, déjà, le droit à la santé, c'est un droit universel à l'échelle internationale et un droit constitutionnel à l'échelle nationale. Donc, et on voit cette relation entre médecins et malades, et patients aussi, qui est très importante quand même, et qu'on prend vraiment en grande considération. Donc, déjà, le droit des malades, on le retrouve, c'est des lois, c'est régis par la loi relative à la santé. Il y a deux lois complémentaires. Il y a la loi relative à la santé, la loi 1811, et le code pénal. Voilà, parce que s'il y a erreur, il y a négligence, il y a quoi que ce soit, donc on va vers le pénal. Il y a des sanctions, carrément. Donc, ça veut dire que le malade, le patient en Algérie, il est bel et bien protégé par la loi. Tout à fait, mais il faut qu'il sache d'abord, qu'il connaître ses droits. Tout à fait. Alors, donc, et c'est des droits qui sont, parce que je vois des plaintes qui sont déposées au niveau des tribunaux et tout ça. On sent que le citoyen algérien, il n'a pas cette culture juridique quand même au top, mais il y a beaucoup à faire. Et c'est le rôle des chaînes de télévision, des médias et tout. C'est notre rôle aussi de vulgariser ces droits et tout ça. Donc, et là, on commence. Alors, le droit, donc, on commence, quand on voit la loi 1811 relative à la santé, on voit il y a tout un chapitre qui est composé de plusieurs articles qui est concerné, c'est-à-dire il est spécialement fait pour les droits du patient. C'est écrit droits et obligations du patient ou du malade, mais quand on voit il y a plus de droits, il y a une seule obligation. Donc, ils ont beaucoup plus de droits que d'obligations. Exactement. Pourquoi? Comme partout, d'ailleurs. Hein? Non, là, c'est juste qu'on respecte pas. Là, c'est assez spécifique. Pourquoi? Parce que la relation entre le médecin et les malades, elle n'est pas égale. Parce que le malade ou le patient, il est en situation vulnérable, en position vulnérable. Il est malade, il est atteint, donc que ce soit une maladie physique ou mentale. De faiblesse. Tout à fait. Donc, ce qui fait le médecin, il a plus de pouvoir sur le patient que l'autre, c'est-à-dire. Donc c'est pour ça qu'il a plus de droits. Le législateur a fait en sorte que ce malade soit quand même assez protégé. Bon, on ne peut pas le protéger à 100%, mais il est quand même assez protégé. Et dans le cas où il se sent, c'est-à-dire négligé, qu'il y ait une erreur et tout ça, il peut d'abord faire des recours avant d'aller au pénal. C'est-à-dire faire des recours. Il y a ce qu'on appelle aussi le conseil de déontologie médicale. Effectivement. Voilà, donc où on doit le saisir pour signaler telle bavure de la part, bavure ou négligence ou autre. Il y en a eu beaucoup. Hein. Exactement. Il y en a eu beaucoup dernièrement. D'ailleurs, on a reçu sur les réseaux sociaux, justement, il y avait une dame
qui m'a parlé de son fils, d'ailleurs, qui a été hospitalisé en oncologie. Alors, je ne sais pas dans quel endroit ni dans quelle ville. Hein. Et puis, il a suivi un protocole de chimiothérapie. Et son médecin traitant, justement, n'a pas laissé de consigne et il était obligé de partir à l'étranger. Donc, et du coup, son fils a dû suivre ce protocole de chimiothérapie sans interruption, alors que le malade ne devait pas suivre la chimiothérapie. Et puis, maintenant, bon, il est décédé, c'est vrai, Amar biyadillah, mais bon, ça... Tout à fait. Là, on est devant une négligence caractérisée de la part du médecin, carrément. Carrément. Ouais. Donc là, les parents peuvent, quand même après le décès de leur fils et tout ça, peuvent saisir, il faut dénoncer, parce que ce médecin, c'est-à-dire peut commettre d'autres erreurs aussi. Exactement. Donc il faut savoir le signaler déjà pour éviter à d'autres patients de subir ce que le défunt a déjà subi et tout ça. Donc il y a déjà, il faut saisir la commission. Il y a une commission de recours, de conciliation et de recours au niveau normalement de chaque hôpital et tout ça. Il y a le conseil de déontologie. Il ne faut pas rater le conseil de déontologie médicale. Oui, il faut le signaler, ce médecin, parce que ça reste dans les archives. D'accord, on n'a pas dit que c'est interdit pour les médecins qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent avoir une petite coupure, mais il faut laisser quand même des consignes pour la suite quand même. Le malade, il ne peut pas attendre. Hein, Tout à fait. C'est très important. Ouais. Alors, parmi ces droits des malades, déjà, le droit aux soins, c'est-à-dire dans tout, c'est-à-dire en tout lieu. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire, non, vous êtes de quelle ville, vous ne pouvez pas rentrer à cet hôpital, on ne peut pas vous hospitaliser, ni vous consulter. Non. Et c'est-à-dire, de toute nature, on ne doit pas, il n'y a pas de différence de genre, d'âge et tout ça. Donc, ils ont droit d'accès aux soins à tout temps, c'est-à-dire H24, 7 sur 7. De toute façon, en Algérie, les soins sont gratuits. Hein. Tout à fait, Donc, la gratuité des soins. voilà que demande le peuple. Tout à fait. Aussi, hein. Même pour des noms algériens, hein, des noms. Oui. Voilà, Ils sont pris en charge. Tout à fait. On l'a vu, il y a pas mal de personnes étrangères qui ont été prises en charge par nos hôpitaux, qui ont été opérés, ils ont subi des interventions et tout ça, gratuitement. Oui. Voilà. Donc c'est à l'honneur de notre pays aussi. Bien sûr. Donc il y a aussi, donc le malade a le droit. C'est-à-dire a le droit de savoir de quoi il souffre, c'est-à-dire de connaître son état de santé. Le médecin est dans l'obligation de lui expliquer. En plus de ça, il est dans l'obligation, le médecin aussi, dans l'obligation d'expliquer au patient, c'est-à-dire quel est le traitement qu'il doit suivre. Effectivement. Ah bah oui, et des risques encourus aussi. Et si toutefois le malade refuse la suite, je devance toujours les choses. Tout à fait. Donc là, dans le cas où le malade refuse, donc c'est-à-dire il est libre. On ne peut pas l'obliger à suivre un traitement ou subir une intervention. Oui. Mais il faut que ça soit consigné dans un registre ou par écrit. Exactement. Voilà. Dans le seul cas, mais il y a des exceptions. Dans le cas où ce malade est porteur d'une maladie contagieuse ou maladie grave, le médecin passe outre son consentement. D'accord. Voilà. Ah, il peut le faire. Ah oui, dans le cas, c'est régi par la loi. Et c'est connu dans le cas où ce malade est porteur d'une maladie contagieuse et grave, qui peut porter atteinte à d'autres membres de la société et tout ça. Donc, et dans le cas où le malade n'est pas conscient qu'il met sa vie en danger, il peut mourir d'un moment à l'autre. Là, le médecin, c'est-à-dire, il y a des témoins aussi. Il prend les devants. Ah oui, il passera outre du consentement du malade, du patient. Voilà, et il intervient. Donc, il ne demande pas à sa famille. Non, là, des fois, on n'a pas le temps. Donc, il passe. S'il y a sa famille, s'il n'y a pas sa famille. Dans le cas où il y a sa famille, il est accompagné de sa famille. Donc, mais si la personne, elle est majeure, elle est consciente. Donc, c'est à elle de prendre la décision. On fait appel à un membre de la famille, au père ou à la mère, dans le cas des mineurs et des incapables. Eh oui. Voilà. Et il y a un autre cas, là, c'est... Ça rentre dans le droit de l'assistance à une personne en danger. Non-assistance à une personne en danger. J'y arrive, ça c'est autre chose. Je devance toujours les... C'est-à-dire, c'est pas pareil. Là, le médecin intervient. Le médecin, c'est-à-dire, il n'est pas négligent, il est à son poste, il fait son travail, il est consciencieux. D'accord. C'est ce cas-là. Le malade refuse
qu'on le touche ou qu'on le soigne ou qu'on intervienne pour... Alors qu'ils sont obligés de le sauver. Alors, voilà, tout à fait. C'est pour son intérêt. Oui, c'est pour là, son intérêt. Le médecin fait son travail, c'est pas une assistance. Ah bah oui. Voilà. Dans le cas... Là, c'est-à-dire le médecin, comme je l'ai déjà cité, dans le cas où c'est une maladie contagieuse et grave, où le malade peut porter atteinte à lui-même, c'est-à-dire il peut mourir d'un moment à l'autre, le médecin pourra passer outre le consentement du patient. Dans le cas où on demande l'accord des parents ou du représentant légal, c'est dans le cas des mineurs et des personnes âgées. Incapables. Âgés aussi, des fois, s'il n'y en a pas, ils sont atteints par des maladies. Et dans le cas aussi des personnes atteintes de troubles mentaux. Mentaux, exactement. Ça, c'est un autre. Là, vous allez voir, c'est une autre procédure. Mais les gens se disent, non, c'est un fou, il n'y a pas de loi qui le régit et tout ça. Non, il y a une loi. Vous avez que la commission qui gère, c'est-à-dire l'hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux, elle est présidée par un magistrat de grade de président de chambre à la cour du lieu où se trouve l'hôpital psychiatrique. Alors, si toutefois il y a un patient qui, on va dire, qui n'a pas été, où il est obligé justement de faire un rapport ou alors de porter plainte contre, je ne sais pas, contre X, contre un hôpital, contre un médecin, où est-ce à qui il peut s'adresser? Alors, comme je viens de les citer, donc là, maintenant, on va passer à autre chose. Dans le cas où un malade se présente et le médecin, c'est-à-dire refuse de le prendre en charge. Et tout ça. Et entre-temps, le malade, c'est-à-dire succombe soit à sa maladie. il refuse de le prendre en charge, ou il n'est pas à son poste. Ou alors il le prend en charge, mais très mal. Bon, là, une mauvaise prise en charge. Là, c'est une négligence. Ah, d'accord. Parce que quand on parle ce sont deux... Tout à fait, c'est différent. Parce qu'en matière de droit, voilà. On coupe le cheveu pas en 4, mais en 1000. Hein, donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention. Voilà, parce qu'on ne peut pas accuser comme ça. Ouais, donc, c'est pas possible, et bien voilà, sûr. et il faut savoir aussi comment qualifier les faits. Voilà. Parce que la qualification, elle est très importante. Sinon, on sera débouté. Le plaignant sera débouté, carrément. Exactement, oui. Voilà. Donc là, quand un médecin est là, et un malade se présente et le médecin refuse de le prendre en charge, de l'ausculter, de le voir, et le malade, il souffre là, il a quelque chose, il y a un problème et tout ça. Donc là, entre-temps, le malade succombe à ces maladies ou il a autre chose. C'est-à-dire, il y a des conséquences à cet acte-là. Donc là, carrément, c'est une non-assistance à personne en danger. En danger, exactement. Et elle est punie par la loi, tout à fait. sévèrement même. Tout à fait. C'est de Combien la prison. Il peut aller quand même, je ne sais pas, mais il sera radié aussi du corps médical. L'anciennement, et en plus, il dédommage le malade ou ses ayants droit aussi. C'est pas évident. Oui. Et dans le cas où, c'est-à-dire, il est pris en charge, mais à la légère, par un médecin, oui. C'est-à-dire il ne cherche pas, parce qu'il faut faire il y a des gens qui demandent des scanners, des analyses, et il ausculte bien, complet, oui. Voilà, il fait bien son travail. Après, on sent qu'il y a une négligence. Parce qu'après, quand on dépose plainte, on ne va pas condamner un médecin comme ça. Il y aura, et le tribunal va désigner un expert. Voilà, une expertise médicale. Ah bah oui. Ils vont voir si ce malade a eu ce problème dû à la négligence du médecin. Voilà, négligence ou incompétence. Nous, on va parler de négligence. Et la plainte, elle est déposée chez qui? Police, gendarmerie, au procureur de la République? Voilà. Et normalement, il y a une procédure. Ils disent quand il y a un problème, il faut saisir la commission de conciliation et de recours au niveau de l'hôpital. Il y a le conseil de déontologie médicale. Mais si on veut obtenir ses droits, on doit aller devant un tribunal. Donc là, normalement, on doit passer par cette chaîne hiérarchique. Ça ne prend pas beaucoup de temps, l'enquête ne prend pas beaucoup de temps. Vous allez directement, n'allez ni à la police ni à la gendarmerie. Vous déposez une plainte au procureur de la République, du tribunal territorialement compétent. Et tout de suite, le tribunal ça va passer en instruction. Ils vont désigner, c'est-à-dire auditionner le médecin, le personnel médical qui était là, le patient et tout ça. C'est tout un travail. Donc le patient en Algérie est bel et bien protégé et très protégé.
protéger même. Donc, ne soyez pas... Il ne faut pas croire aussi que l'État n'est pas de votre côté déjà. Donc, mais aussi, il ne faut pas avoir de l'exagération non plus. Voilà, hein, parce que les médecins aussi, ils ont leurs droits. Et ils ont droit aussi au respect. Hein. Nous, quand on parle de ça, c'est-à-dire on n'incrimine pas tous les médecins. Dans toutes les professions, il y a des gens négligents. Exactement. Voilà, dans toutes les professions. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Maître Saber Djamila. Merci pour ce sujet et vos réponses aussi. Alors, vous aimez l'escalade ? Oui, mais plus maintenant, pas mon âge. Plus maintenant. J'adore les randonnées. J'adore, oui. C'est magnifique parce qu'il y a de la marche et tout. Donc, j'en fais beaucoup. Vous en faites beaucoup oui, chaque week-end? Pratiquement. Ah ben c'est bien. Tout à fait. Vous allez côté Canastel, forêt, au bord de la mer aussi. Et là, je vais vous emmener en escalade justement à Christelle avec Yasmine Amri. On se retrouve juste après. Pas loin de la ville d'Oran, nichée entre mer et montagne, se dresse Christelle, un lieu prisé pour ses paysages époustouflants. Cette petite localité attire désormais une communauté grandissante de passionnés d'escalade. Au cœur de ces falaises abruptes et de ces sommets accidentés, une activité pleine de défis et d'adrénaline prend vie. Encadrés par des membres d'une association locale, ces amateurs de sensations fortes se réunissent chaque semaine pour repousser leurs limites et découvrir de nouvelles parois. L'escalade, c'est un sport qui se pratique en montagne. Il consiste à se déplacer de point A à point B. Bon, il n'y a pas des prérequis bien spécifiques. C'est qu'il faut juste avoir de la volonté et l'esprit sportif pour pouvoir bénéficier de cette discipline qui se pratique ici à Christelle. Je suis très intéressée par tout ce qui est aventure, sensations fortes et tout. J'ai déjà fait la tyrolienne avec ce groupe ADD. Tout ce qui est escalade, tyrolienne, adrénaline en général, je suis très intéressée et j'aime bien. Pour les initiés, Christelle est une destination idéale. Ses falaises variées offrent des parcours adaptés aussi bien aux débutants qu'aux experts. Grâce à l'effort constant de l'association, cette activité dépasse le simple défi sportif. Chaque ascension devient une expérience unique, portée par un esprit de solidarité et d'entraide où chacun trouve sa place. Depuis 2018, je me suis plongée dans ce sport qui me passionne, attirée par ses nombreux défis et ses difficultés stimulantes. Donc c'est une première pour moi l'escalade, c'est une sensation extraordinaire. Inch'Allah, cette fois-ci, j'ai grimpé le sommet, la prochaine fois, Inch'Allah. Ça sera mieux, Inch'Allah. Le rôle de notre présence dans notre association, c'est de guider les personnes, c'est de leur montrer le matériel, consiste à quoi, comment on l'utilise pour une meilleure utilisation tout en sérénité. Je conseille les gens, surtout les amateurs des sports extrêmes, à venir essayer cette expérience. Ça fait monter l'adrénaline et ça fait aussi surmonter les peurs. L'escalade à Christelle, c'est bien plus qu'une simple activité sportive. C'est un rendez-vous avec la nature, un défi contre soi-même et une aventure humaine qui fait la fierté de toute une région. C'est notre fierté, c'est la fierté de l'Oranie, Christelle, un très très joli village, d'ailleurs très agricole, où on y trouve les bons fruits et légumes qui font notre santé mentale, notre santé aussi. Et surtout le bon poisson. Ah, alors là, c'est très très bon, hein, Monsieur Habib Benkoula? Bien sûr. Vous aimez l'escalade? Peut-être pas, c'est pas trop ma passion, mais oui, je dis pas non, hein, s'il faut essayer. Très bien. Vous êtes là avec nous, Monsieur Habib Benkoula. Vous êtes professeur en architecture à l'Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf. Exact, maître de conférence. Maître de conférence. Voilà, en architecture, au département d'architecture d'Oran. Et où j'ai enseigné dans l'atelier de planification urbaine. Et actuellement, je suis en première année. Voilà. On essaie de préparer les générations futures.
Très bien. Ouais. Et cette fois-ci, d'ailleurs, le sujet, le vif du sujet et le vif justement que vous êtes là avec nous, c'est pour parler de la conférence qui s'est passée le 6 janvier Exact. au CRASC, au siège du CRASC d'Oran. Et elle a été animée justement cette conférence par Suzanne Slimovic. Ça y est, c'est bon. Exactement. J'y suis arrivée. Donc, et intitulée sur les monuments décolonisés en Algérie. Exact. Voilà, c'est un... Vous avez été justement le modérateur de cette conférence. Le modérateur de ce livre. En même temps, j'ai été en partie accompagnateur de Suzanne Slimovic depuis que je l'ai connue en 2014, très exactement. Et ce livre, c'est le produit de beaucoup d'enquêtes qu'elle a fait autour des monuments aux morts, c'est sa spécialité, qui ont été produits en Algérie pendant la période de la colonisation. Et elle a un peu retracé le parcours de tous ces monuments, ceux qui sont devenus. Et puis voilà. Et ça lui a pris combien de temps pour réaliser cet ouvrage ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années de recherche, d'enquête, auprès des personnes spécialisées, auprès du grand public, les archives, qui est aussi un des pavés les plus importants qu'elle a abordés, qui sont pratiquement pas accessibles, mais c'est très bien d'avoir un livre comme celui-ci parce que ça permet aussi de voir que quand on veut faire les monographies, enfin l'histoire des monuments de ce type, c'est pas, j'allais dire, une tarte facile à croquer. Effectivement. Alors, Oui. et quelle a été justement la motivation principale pour qu'elle puisse faire cet ouvrage ? Alors, c'est que Suzanne Slimovic a fait un voyage, si je ne me trompe pas, en France en 2013, et puis elle a remarqué qu'il y avait un monument, aux morts qui était censé être en Algérie, placé en France, et donc ça lui a donné à réfléchir. Voilà. Très bien. Alors, et comment percevez-vous, vous, en tant qu'architecte, l'évolution de la perception de ces monuments en Algérie depuis l'indépendance ? Alors, ce sont des monuments qui sont très, très importants pour les Algériens. Qui racontent... D'ailleurs, on est en train de voir justement les images qui passent de la conférence et de Suzanne Slimovic. Voilà, Slimovic, voilà. Oui. Donc, d'ailleurs, elle a fait le voyage de Californie, elle est professeure Oui. à Los Angeles. À Los Angeles, à UCLA, elle est anthropologue. Elle est spécialisée dans différents domaines, dont celui des monographies de ce type de monuments. Et c'est une dame qui est très, très, très amoureuse de l'Algérie. Hein. J'ai découvert une personne qui a un amour fou de l'Algérie. Moi, j'aimerais bien trouver une personne qui n'aime pas l'Algérie. Exact. Impossible. Tout le monde tombe amoureux de l'Algérie en général, de ses villes, de ses traditions, des femmes, des hommes, des enfants. Alors l'Algérie, c'est un pays qui attire comme un aimant d'ailleurs les touristes. Exactement. Et quand on visite une fois l'Algérie, donc on a tendance à l'aimer vraiment et à tomber amoureux de ce beau pays d'ailleurs. Vous avez raison, parce que j'ai effectivement des amis étrangers dont certains avaient, j'allais dire, des idées reçues, malheureusement. Ouais. Mais dès qu'ils ont mis les pieds en Algérie, alors là, ils sont tombés follement amoureux du pays. Effectivement, et ils reviennent toujours. Hein. Certains professeurs même d'universités étrangères sont revenus avec l'amour de l'Algérie, ils sont en train même de faire presque la publicité du pays. Effectivement, et quand ils reviennent justement, même si c'est pour un travail, ils ramènent leur famille avec eux. Exact. Donc, exact. Et ça, c'est l'honneur, c'est tout en notre honneur. Hein, il y en a même ceux qui sont malades malheureusement et ça leur manque de faire un petit tour. Et pour eux, d'ailleurs, il y en a un qui me disait que c'est un pays où je me repose. Les gens sont très agréables. Il y a beaucoup de choses à voir et puis le pays est très riche en territoire, en paysages, en traditions. Et ça, c'est quelque chose qui attire. En réalité, on ne se rend pas compte ô combien l'Algérie est un foyer de diversité. C'est un pays pluriel à tout point de vue. Voilà. Et
Et, rien que quand on aborde justement l'histoire des villes, des différentes villes de l'Algérie, donc on y voit et on voit aussi que ces villes-là ont vu le passage de plusieurs civilisations. C'est ce qui fait la diversité de l'Algérie. Exactement. On peut voir aussi bien de la ville européenne comme au nord, Alger, Oran, enfin les grandes villes, comme on peut voir les Rsours aussi de différents types. Hein. Les Rsours des hauts plateaux, les Rsours du sud, et qui sont très différents et du point de vue des populations, de l'ethnologie, et du point de vue aussi des constructions. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, voilà. Oui. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, vous avez des tas de sujets à étudier. À la rigueur, vous n'avez même pas besoin d'aller à l'étranger. C'est un pays qui est très, très riche. Très riche et très diversifié aussi. L'Algérie... Point de vue architecture, alors là, Exactement. On a vraiment beaucoup de pain sur la planche. L'Algérie à elle seule, c'est un monde. Hein. C'est un monde, mais vraiment remarquable. C'est très, très beau. D'ailleurs, on dit toujours de l'Algérie que c'est un continent. Exact. L'Algérie est un continent. Exact, puisque je viens de parler comme ça rapidement, on est sorti un peu du sujet Effectivement, du livre. Oui, on a un petit peu dévié. Hein. On a un peu débordé. Par exemple, nos jeunes, on les a beaucoup intéressés, particulièrement aux Rsours de la région du Mzab, qui sont très beaux. André Ravero a fait un grand travail dessus, comme le livre Le Mzab, une leçon d'architecture, etc. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, etc., et l'expérience, on finit aussi par remettre en cause un certain nombre de choses, parce qu'il y a le regard aussi de l'expérience et tout. Mais j'ai découvert, comme avec Abdallah Msehel, qui était géographe, que j'ai beaucoup accompagné, d'autres Rsours qui sont très, 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 très beaux, très intéressants et surtout très particuliers du point de vue du système constructif, de la population, etc. Et j'invite les gens à les visiter, comme Qsar Boussamroun, qui est vraiment remarquable. Magnifique, qui est extraordinaire. C'est un joyau architectural indétournable, incontournable. D'ailleurs, voilà, je dis à Zouli Khatouati qui s'en occupe, c'est une femme, et c'est très rare de voir des femmes avec autant de courage s'occuper de ce type de patrimoine. Je lui dis bravo, parce que tous les jours, elle se bat pour ce Qsar, et c'est incroyable. Et c'est un lieu qu'il faut absolument visiter, parce que ça nous sort, comme je l'ai écrit dans l'un de mes articles, un peu de la dictature des villes du Mzab. En quelque sorte, parce qu'on a fini par croire à un moment donné que les Rsours, il n'y a que des Rsours que dans la région du Mzab, particulièrement nous les architectes. Et avec Abdallah Msahel, en sillonnant le sud-ouest, j'ai découvert d'autres Rsours avec d'autres modalités de construction et qui sont restés quasiment, j'allais dire, des friches pour nos chercheurs. C'est-à-dire, il y a un travail immense à faire. Et je crois qu'il faut maintenant apprendre à fabriquer l'information qui permet de faire connaître ces Rsours et puis de déblayer tout ce qui n'est pas connu à leur propos à ce jour. Très bien, alors on revient... Moi, je parle beaucoup. Ah non, mais on est deux d'ailleurs. On est deux sur le plateau à parler trop même. Non, ça fait vraiment plaisir. Donc on revient toujours à notre ouvrage. D'ailleurs, les monuments décolonisés. Alors comment ces monuments influencent-ils justement la mémoire collective et l'identité nationale en Algérie? Alors, je dirais que je reprendrai un peu les propos de Suzanne Slimovic. C'est que ce sont des monuments qui ont beaucoup renvoyé, qui continuent d'ailleurs à le faire, la souffrance des Algériens pendant la colonisation. Mais à partir de l'indépendance, il faut dire, c'est ce que aussi Suzanne Slimovic a essayé de dire dans sa conférence, c'est que les Algériens quand même, ils ont abordé ces monuments avec beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de courage, et donc ils se les sont appropriés, et c'est devenu pour eux, j'allais dire, des monuments qui reflètent, ce courage qu'ils doivent avoir pour affronter les péripéties, disons, de l'avenir. De l'avenir, très bien. Là, je suis en train de voir un petit peu les photos, justement, qu'elle a utilisées dans cet ouvrage. Oui. Donc, elle s'est référée à quelle région, surtout? Alors, ce sont particulièrement les régions du Nord, Oran, parce que c'est la ville qu'elle aime beaucoup. D'ailleurs, je vais me permettre de le dire. C'est un musée à ciel ouvert. Suzanne Slimovic est tombée amoureuse à Oran. S'est mariée avec un Algérien. Ah bon?
exactement. Ah ben voilà, moi je ne le savais pas. Qui est mort récemment, Allah yarhamou. Et donc à chaque fois quand elle vient à Oran, c'est un moment d'émotion pour elle. Et elle a une relation mais qui est extraordinairement, j'allais dire, humaine avec les Algériens. D'ailleurs, elle a même appris la Derija pour discuter avec les Algériens. Elle s'est particulièrement intéressée au cas d'Oran, d'Alger, de Constantine et, si je ne me trompe pas, un peu celui d'Annaba. Alors, elle a fait beaucoup de travail de terrain, dont une partie que j'ai fait avec elle à Oran, où elle se déplaçait dans les différents villages, par exemple, autour d'Oran, pour voir d'abord comment les choses ont évolué. Elle est très intéressée par la manière avec laquelle les Algériens s'approprient tout ce qui est colonial. Elle est admirative devant le côté créatif des Algériens. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de transformer, ils n'ont pas peur de donner une coloration algérienne aussi bien aux monuments qu'aux édifices. Ah, et ça, c'est quelque chose qui la travaille parce que, comme elle le dit, ce type d'attitude qui pour elle est une attitude totalement positive, elle ne le trouve pas dans les autres pays. Donc elle trouve qu'il y a une liberté de faire en Algérie qui ne s'est pas perdue depuis l'indépendance et qui a bien évolué et qui lui a permis justement de bien évoluer aussi dans le travail qu'elle a donné. Alors c'est vrai que un des aspects, par exemple, qu'elle aborde dans ce livre, ce sont les monuments aux morts. C'est surtout, j'allais dire, le travail principal qu'elle a fait. C'est de voir qu'est-ce qui est resté de ces monuments, quels sont les monuments aux morts qui sont restés en Algérie, et qu'est-ce qu'on a fait aussi des socles, des monuments qui ont été déplacés ailleurs. Ça, voilà. C'est un sujet qui est très épineux d'ailleurs, parce que même si on en parle, même peut-être même si on lui pose à elle justement la question, c'est qu'elle ne pourra jamais répondre à 100% justement sur ces monuments aux morts et quel a été le devenir de ces monuments aux morts et comment justement décoloniser ces sites qui sont très importants et qui font justement l'histoire et l'identité algérienne. Exact, parce que ce qu'elle en fait essaye d'expliquer aussi dans son travail, notamment ce qu'elle a essayé de dire au CRASC, c'est qu'elle a eu une liberté remarquable à travailler sur les monuments aux morts datant de la période coloniale qu'elle n'a pas eu forcément de l'autre côté. Donc pour elle, c'est vraiment un point très très fort pour l'Algérie, cette ouverture qu'elle permet aux chercheurs pour ce qui concerne le travail sur tout ce qui est patrimonial. Et quelle a été justement sa réflexion en ce qui concerne la décolonisation des monuments Alors, c'est très intéressant ce qu'elle dit à ce propos, et j'en ai pris pour vous dire d'ailleurs conscience avec elle, c'est qu'elle relève par exemple un aspect qui est très fort, c'est que pendant la colonisation, ces monuments renvoyaient pour les Algériens à quelque chose de violent, ce qui est tout à fait normal. Les Algériens ont beaucoup souffert pendant cette période et après l'indépendance, en fait, elle a été très impressionnée par la manière avec laquelle les Algériens ont positivé et au lieu de s'acharner contre ces monuments, se sont mis à vouloir absolument les préserver. Quand je dis les Algériens, c'est autorité et population. Eh bien, pour les Algériens, ces monuments, ce sont des témoins justement de l'histoire de l'Algérie. Alors, à la rigueur, même ça, les Algériens n'y pensent même pas. En fait, ils ont un rapport plutôt à la dimension artistique du monument. Ça, c'est vrai. Et la preuve, c'est qu'il y a des monuments, par exemple, à Ain Fouara, comme elle a relevé dans son étude, à Constantine. D'abord, les autorités ont réagi avec beaucoup d'intelligence par rapport à ce monument, notamment pour ce qui concerne le passage du tramway. Comment ils ont contourné le monument pour continuer le trajet du tramway. C'est extraordinaire. Quand elle a vu ça, elle a été vraiment impressionnée. Elle a dit
Je n'ai vu ça qu'en Algérie et c'est vraiment, elle a qualifié ça de sensibilité par rapport à ce monument et puis aussi parce que les populations se sont appropriées la chose. Par exemple, il y a des femmes, comme elle le disait dans sa conférence, qui vont vers ce monument pour... il y a en fait une espèce de, j'allais dire, de croyance qui fait que les femmes lui disent « nous allons vers ce monument pour le toucher et espérer avoir un enfant plus tard ». Alors il y a aussi le même, j'allais dire, cas à Oran, pas dans le, j'allais dire, dans la même pratique. À Arzeu, par exemple, le monument qui a été fabriqué en hommage des militaires qui sont morts en mer, ce monument a été retapé par les autorités, ils ont rajouté des couleurs, etc. Et comme il y a une sirène dessus, les enfants viennent jouer autour et c'est devenu une véritable aire de jeu pour les enfants. C'est aussi pour dire que les populations, aussi bien les populations que les autorités, ont cette capacité parfois de surpasser, de dépasser les initiatives des architectes, que les architectes ils sont en train de vous regarder. Me le pardonnent, mais aussi bien les autorités que les populations ont, j'allais dire, une longueur d'avance par rapport à ce type de choses. Et que les architectes ont tout intérêt d'observer ce qui se passe pour pouvoir au moins apprendre, j'allais dire, à faire des projets qui ne vont pas à l'encontre des pratiques des populations. Parce que tout le problème que nous avons, c'est qu'il nous arrive souvent, malheureusement, les architectes, de dessiner des projets qui ne répondent pas toujours forcément aux attentes des populations et que les populations ne les comprennent pas. Ah bah oui, d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une architecte qui est avec moi, d'ailleurs, à la maison. Alors, on était en train de discuter. Que je salue, notre ancienne étudiante. Ben oui, exactement. Elle a été votre étudiante. Donc, et là, elle m'a dit, de toutes les façons, même s'il faudrait faire un plan à la demande du client, donc le client ne sait pas que l'architecte ne peut pas suivre justement ce qu'ils veulent, ce que le client veut, parce qu'il y a le terrain, il y a le truc. Et là, je lui ai dit, bon, ça y est, c'est bon, basta, parce que là, je ne comprends pas. Parce que nous, on ne comprend pas. Nous, on veut ça, ça, ça. Mais on ne le voit pas d'un œil technique, justement. Exact. Donc, c'est pour ça que l'architecte, des fois, on se dit, oh, cet architecte... Hein. Alors, c'est un travail d'aller-retour. Effectivement. Tel que je l'imagine personnellement, c'est qu'il faut apprendre à être à l'écoute. Effectivement. Et essayer de descendre un peu de son pédestal. C'est-à-dire que l'architecte a affaire à des êtres humains comme lui, qui ont leur façon d'habiter, qui ont leur façon de percevoir, etc. Et il faut apprendre à savoir détecter au cas par cas les attentes du commanditaire. Et c'est vrai que ça foire souvent, ça faillit souvent à cause justement de ce côté hermétique des architectes qui sont un peu dans l'héritage de la modernité des années 50-60, c'est-à-dire les architectes démiurges qui savent tout et qui sont un peu dans cette idée que ce sont j'allais dire, les fabricateurs de la société. Très bien. Alors, une toute dernière question, brièvement. Alors, quelle perspective future envisagez-vous, vous, en tant qu'architecte, pour la préservation de ces monuments? Alors, j'ai quand même deux choses à dire. D'abord, par rapport à ce livre, c'est que c'est un livre qui ouvre la voie à une réflexion, mais vraiment, j'allais dire, pertinente et judicieuse sur tout ce qui est monument aux morts et tout autre monument en Algérie. Maintenant, qu'est-ce qu'on envisage pour ces monuments? C'est de les traiter en tant que monuments qui rajoutent une valeur artistique à nos villes. Et ça, je dirais que c'est quelque chose de fondamental. Et pourquoi pas aussi chercher une forme d'algérianisation de la chose. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu de cette idée d'occidentaliser absolument nos espaces urbains et nos paysages. Il faut avoir le courage un peu d'algérianiser les monuments. Exact. Très exactement. Bien. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Monsieur Habib Benkoula. C'est un plaisir d'ailleurs d'avoir eu ce moment architectural avec vous. Donc, grâce merci à vous beaucoup. aussi. Hein. C'est grâce à vous surtout parce que là, avec Suzanne Sliomovic, j'y arrive. Que nous saluons. Donc, que nous saluons à travers notre chaîne Canal Algérie, la station régionale
régional d'Oran aujourd'hui et le Bonjour d'Algérie qui est assuré chaque mercredi de la station régionale d'Oran. Donc, parce que là, elle était obligée de rentrer, elle est partie. Donc, elle n'est pas là. Malheureusement, on n'a pas pu la recevoir sur le plateau. Donc vous êtes là de toutes les façons. Et elle m'a promis de revenir le plus rapidement possible parce que juste hier, elle m'a envoyé un message en me disant « l'Algérie me manque déjà ». Ah ben voilà, l'Algérie manque à tout le monde d'ailleurs. Même nous. On est là et elle nous manque. On est là et elle nous manque. Et puis, on adore notre pays, la Ralb. Donc, merci beaucoup, Monsieur Habib Benkoula. Je le rappelle que vous êtes professeur d'architecture à l'Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf, donc, et maître de conférence aussi. Merci beaucoup. Et bien, à d'autres invitations, pourquoi pas, parce que vous avez fait quand même un ouvrage où il mérite quand même où on peut aborder quand même les sujets qui sont abordés et l'aspect justement oh là là, c'est quand je parle beaucoup, je pense que je perds le fil de mes idées. Donc merci beaucoup. Donc certainement on va vous recevoir encore une fois au Bonjour d'Algérie. Une très belle chanson interprétée par une très belle voix de Nedia Gerfi. On se retrouve juste après. جينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا أوصلنا للجبال كم بينا أو فرنسا تسركال علينا الكرتوشي قطع صدرنا البهط وقازك لها رجلنا الرجال تموت بلا شي فينا والسمحي لي هالحنينا والسمحي لي هالأمي ما الطيارة هاللي بكات في شهر رمضان اللي فات سمعت الأميمة وبكات قالت هذا وليد اللي مات اسمحي لي هالحنينة اسمحي لي فاجي هدي اسمح البابا ولدي مرسولة من عند العلي والسمحي لي هالأمي ما وابكي على خاين الوطني بايع دينه لاحد الرومي والسمحي لي هالأمي ما Eh bien, moi, je commence toujours avec mes invités. Comme on reçoit aujourd'hui, alors l'invité de la matinale aujourd'hui, c'est une dame et pas des moindres dames. D'ailleurs, c'est une pépite de dame d'Algérienne qui est là avec nous. C'est Fadela Sahri. Alors, elle est
auteure et chercheure en histoire. Elle est beaux-artiste. Elle écrit même pour les enfants, justement. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour Imen, bonjour. Vous n'êtes pas stressée? Un petit peu, oui. Un petit peu? Franchement, oui. Ah bon, et pourquoi? C'est comme ça. Et pourquoi? Et pourtant, vous êtes des plateaux et on n'y peut rien. Et pourtant, vous êtes habituée, hein? Je suis habituée, oui, exactement. Très bien. Alors, vous avez fait 5 ouvrages. Oui. Vous avez à votre actif 5 ouvrages. La bataille de Sidi Ralem du 18 juillet 1956. Oui. Les femmes de l'Ouest, un destin fabuleux. Exactement. Zeddour Qassem Mohamed Ibrahim, Oui. héros et puis grande figure de la révolution. De la révolution algérienne. Et puis le vêtement traditionnel. Le vêtement traditionnel, Voilà. le tout dernier né, justement. Donc, là, vous avez vacillé de sujet en sujet. en sujet. C'est que vous avez beaucoup plus, vous avez axé quelques ouvrages sur tout ce qui est en rapport avec la Révolution. La Révolution, Alors, oui. vous avez abordé la contribution de la femme algérienne oui, oui. dans la Révolution, dans la Grande Révolution. Vous avez abordé aussi des grands noms de la Révolution algérienne aussi, oui. tels que Qassem. Zeddour Qassem, oui. Zeddour Qassem. Alors, et aussi, vous avez évoqué la bataille de Sidi Ralem. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces ouvrages avant d'aborder le tout dernier ouvrage, d'ailleurs, qui a fait la une ces derniers temps, le vêtement traditionnel oranais. Oranais, exactement. C'est vrai que bien que mes ouvrages sont diversifiés, ils ont tous accès, c'est-à-dire ils sont en relation avec Oran. Justement. Je ne sors pas d'Oran, c'est comme ça. Vous ne sortez pas d'Oran? Je ne sors pas d'Oran. Et pourtant, vous êtes considéré comme un auteur algérien. Algérien, oui, à part entière, mais c'est-à-dire j'ai fait une fixation sur Oran. Alors, je sais que vous avez fait quand même des études des beaux-arts. Des beaux-arts, oui. Vous êtes une beaux-artiste. Une beaux-artiste. Vous peignez, vous avez fait même des tableaux magnifiques, d'ailleurs. Oui, exactement. J'ai Voilà, fait des vous êtes expositions, artiste avant j'ai de- étudié à l'étranger. Justement. J'ai fait les beaux-arts d'Oran, j'ai eu le CAFAS, certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure. J'ai fait Alger, l'école supérieure d'Alger, j'ai obtenu mon diplôme national, le DNBEA. J'ai fait l'école d'Aix-en-Provence, où j'ai passé le DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique. Et puis j'ai fait l'université de Paris 8, Saint-Denis, où j'ai passé une licence d'art plastique. Voilà. Bon, j'ai enseigné, puis j'ai travaillé dans une maison d'édition à Alger. J'ai illustré des contes, j'ai fait des maquettes pour des... Justement, alors vous avez écrit des contes, justement. contes, oui. Donc vous avez écrit, vous êtes adressé aux enfants. Aux enfants. Aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette, justement, de ce côté enfant que vous avez? Oui, absolument. Bon, j'en ai plusieurs, j'ai une trentaine, mais j'ai ramené celui-là. Oui. Que j'ai fait pour le compte de l'association Numidia. C'est un conte amazigh. Il s'appelle Thaouch Idaran. Et puis je l'ai illustré. Et puis il a eu beaucoup de... Un bon écho, un bon retour. Et il faut dire aussi que les photos, je peux voir, Oui, voilà. oui, bien sûr. C'est vous qui aviez fait ces dessins? Tous les dessins, oui. Voilà. Tous les dessins. Donc c'est très joli, hein, Oui, d'ailleurs. oui, oui. Donc, parlez-nous un petit peu de ces ouvrages que vous avez faits et qui sont en relation avec la révolution du côté de l'Ouest algérien, de l'Oranie, on va dire en général. Parce que la bataille de Sidi Ralem, c'est juste à côté de Ouaharan. Oui, c'est à côté. C'est Ouaharan, quand même. Les femmes, justement, algériennes, la contribution de la femme algérienne, ce sont des femmes oranaises que vous avez abordées. Oui, absolument. Donc, le vêtement oranais, justement, Oranais. traditionnel oranais, donc tout ce qui est en rapport avec Ouaharan. Donc, Si vous permettez, je vais commencer par la bataille de Sidi Ralem. Excusez-moi. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une bataille dont personne ne parle. Personne n'a parlé. Pourquoi? Elle a été occultée, carrément, mise sous silence. Pourquoi? Justement. Autant certaines batailles ont été surmédiatisées, autant d'autres sont passées sous silence. Par exemple, la bataille de Sidi Ralem, qui s'est déroulée au port d'Oran en 1956, personne n'en parle. Et puis mes grands-parents en parlaient souvent. Pourquoi? Parce que leur village, Sidi Ralem, a été bombardé durant une semaine non-stop. C'est-à-dire il y a eu des représailles contre le village après la bataille de Sidi Ralem. C'est-à-dire ils ont payé le prix fort. Très bien. Alors oui, allez-y. Excusez-moi. Alors, la bataille de Sidi Ralem, c'est une bataille qui a duré deux jours. Il y a eu même des avions qui ont été abattus. Il y a eu presque 300 morts des soldats français. Et Sidi Ralem, justement, personne ne connaît son histoire. C'est le père fondateur de la tribu. Ah, d'accord, des Rouelem. Rouelem, voilà, c'est la tribu des Rouelem. Et ses enfants
ont eu d'autres, c'est-à-dire il y a eu une descendance, une nombreuse ah ben descendance. oui. Voilà. Très bien. Alors là, c'est qu'on parle aussi Oran, justement. toujours vous avez, Oran. vous avez- Justement, voilà. Justement. Allez, il faut qu'on en parle. Ce livre-là, c'est le premier. Je l'ai fait en 2006. Oui. Et je l'ai remis à l'éditeur, M. Tadal Gharb. Je lui ai dit, voilà mon manuscrit, vous lisez, vous me dites ce que vous en pensez. Un jour, je suis parti le voir, M. Belhamay, qu'est-ce que vous avez fait avec mon manuscrit? Il m'a dit, ça y est, il est au tirage. Ils sont en train de l'imprimer. Alors là, j'ai paniqué, parce que c'était mon premier ouvrage. Ça fait 20 ans que je l'ai fait. Eh bien, je suis curieuse. J'ai vu le libraire, Tana, M. Belhalima. Il m'a dit, ça y est, c'est vendu, il n'y en a plus. On dit, ah bon? Ah ben, ça m'a encouragé. Ah ben, c'est bien ça. J'ai récidivé. Très bien. J'ai récidivé. Alors, le vêtement traditionnel... non, attendez, les femmes de l'Ouest. Les femmes de l'Ouest. Les femmes de l'Ouest, oui. Ah là, il a été édité par l'ENAG, sous l'égide du ministère de la Culture. On ne donne pas le nom de... Voilà. Sous l'égide du ministère de la Culture. Très bien. C'est eux qui l'ont édité. Et c'est les femmes d'Oran, dans tous les domaines. J'ai les moujahidettes, shahidettes, les femmes martyrs, les enseignantes, les cinéastes, il y a un peu de tout. Voilà. J'ai essayé de ne pas oublier la plupart, mais j'en ai oublié. Ouais. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Peut-être qu'il y aura un tome 2, pourquoi pas? Oui, Inch'Allah. Voilà. Donc, et là, le vêtement traditionnel oranais. Oh là là. Alors, déjà, avant de parler de cet ouvrage, j'aimerais bien quelles ont été vos principales inspirations pour écrire vos différents ouvrages. Je l'ai dit au début, Oran, c'est toujours Oran. Tout ce qui est en relation avec Oran. C'est que, moi, je sais que vous étiez prédisposé à l'écriture. À l'écriture, exactement. Depuis votre très jeune âge. Très jeune âge, exactement. J'étais à l'école Manian à Oran et j'avais comme professeur Madame Mahrougras, qui était votre tante, Yamina Al-Rahma. C'était mon professeur et je faisais des rédactions qu'elle lisait à toute la classe. Elle leur disait, je vais vous lire la rédaction de Fadila Sahari. Elle avait une prédilection pour tout ce que j'écrivais et même pour les autres classes, elle allait leur lire mes rédactions. Elle était très admirative, si on veut. Donc un petit peu, elle savait que vous alliez avoir peut-être un avenir dans l'écriture. Donc qu'est-ce qui vous a influencé justement? Bon, Anna, c'est vrai, l'écriture n'est pas ma vocation. Je préfère le dessin. J'étais très influencée par l'art. Justement, par oui, l'art. Voilà, exactement. Oui. Alors j'ai choisi l'art. Mais, c'est-à-dire quand j'ai eu du temps, j'ai commencé à écrire. Et comment vous choisissez les thèmes de vos ouvrages? C'est-à-dire, j'ai tendance à parler de choses dont on ne parle pas. Par exemple, personne ne voulait en parler. Les historiens l'ont ignoré. Alors moi, j'en ai parlé. Il fallait que j'en parle. Les costumes traditionnels, j'ai vu dans les librairies, personne n'a écrit sur le costume traditionnel oranais. Ah ben moi, je l'ai fait. J'en ai parlé. J'ai parlé du cheminement du vêtement traditionnel à travers l'histoire d'Oran. C'est-à-dire le vêtement traditionnel suit l'histoire. L'histoire, d'accord. Voilà. Il accompagne l'histoire. Il accompagne l'histoire. Par exemple, j'ai commencé à partir de 902. C'est-à-dire quand les Andalous sont depuis la création d'Oran. Quand les Andalous sont venus à Oran, ils ont apporté une civilisation brillante. C'était le summum de tout ce qui se faisait de beau. Et ils ont apporté des vêtements dans les Oranais. Ils ont été influencés justement. Où j'ai parlé des Mourisques. Parce que les Mourisques aussi, ils ont apporté un savoir-faire dans la joaillerie, dans le travail du cuivre, dans le vêtement. Il y a même des mots qu'on utilise actuellement qui sont mourisques, comme par exemple le rlila. Le rlila, c'est un gilet en fil brodé. Oui, effectivement, oui. C'est un mot mourisque. Par exemple, le bellouza. Le bellouza, c'est un mot mourisque. Blouza. Oui, bellouza. Avant, ils disaient le bellouza huma, c'était un vêtement de femme. Maintenant, on dit le blouza. Bon, la plupart disaient le bes, qui dérive de l'ibes. Je peux. Oui, bien sûr. Voilà, très bien. Donc, pour qu'on puisse au moins montrer le livre quand même à nos chers amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, oui. Donc, le rlila, vous avez dit, oui, blouza. Oui, c'est mourisque, oui, blouza, c'est mourisque, bellouza, il y a beaucoup de mots. Même en cuisine, il y avait des mots qu'on utilise jusqu'à présent, la bastilla, c'est des mots mourisques que jusqu'à présent on utilise. Bon, tant qu'il y avait des guerres à Oran, le costume, il n'y avait pas de stabilité, donc le costume, il ne pouvait pas se stabiliser. Il se changeait. Il ne pouvait pas évoluer. Il y avait des guerres, c'est-à-dire entre les Omeyyades de Cordoue, entre les Fatimides de Kerouan.
C'était des guerres, c'est-à-dire ça n'arrêtait pas. Oran, elle était sous influence, elle était sous l'influence andalouse. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous et puis vous vacillez justement de l'adulte vers l'enfant. Où est-ce que vous vous situez? Entre les deux. Entre les deux. Entre les deux, mais encore balance. Je me retrouve, voilà, encore balance. Je me retrouve beaucoup mieux dans le domaine des enfants. C'est un univers qui est un beau, magnifique, un bel univers. C'est les contes, c'est les. Ouais. Ouais, j'ai illustré une trentaine de contes qui mettent à Madame Bacha et tout. Et puis, j'ai travaillé avec beaucoup d'auteurs. Et puis, ça va, jusqu'ici, ça a été, c'était bon. Et puis, j'ai parlé un peu de l'histoire d'Oran, à travers Kemal le costume, c'est très important. J'ai parlé aussi de Zaddour Qassem, dont personne ne parle. Zaddour Qassem, c'est un journaliste, c'était un étudiant à l'université de Al-Qahira, le Caire. En même temps, c'était un journaliste. Il écrivait dans l'Ahram sous le pseudonyme de Zaydoun, Ibn Zaydoun, le poète andalou. Nous savons qu'il a été arrêté par la DST. Déjà, le 2, il a été arrêté, relâché. Il a été arrêté le 6. À partir du 6, il n'a plus donné signe de vie. Il a été évacué vers Alger, du côté de Bouzaria. Et il a été... Là, je vois. Il a été torturé. Là, j'étais en train quand même de feuilleter ce bel ouvrage. Et je tombe sur. Alors, les Oranaises, elles vont adorer parce que vous avez mis le Beniqa. Oui. C'est un bonnet de bain, oui. C'est un bonnet de bain. Oui. Des fois, pour les mariés, qu'on confectionne avec de la broderie. La broderie, oui. C'est avec du tissu, du satin. Du satin, d'ailleurs. Oui, des perles. Des perles, le perlage, justement. Le hzam. Aussi. Oui. Il y a le hzam, il y a le serwel. Oui. Il y a Rda, non, il n'y a pas de photo. Notre réalisateur est en train de... c'est Samira Hamidi qui est en train de me poser la question, est-ce qu'il y a des photos de Chechia? Oui, il y a un peu oui, de le tout. Beniqa, elle est là. Il y a un peu de tout, oui. Il y a un peu de tout. Voilà. Donc là, voilà, en dessous. Voilà. Le Beniqa. On aurait dû ramener avec nous une Beniqa, une vraie. De toutes les façons, toutes les Oranaises en ont dans leur valise actuellement. Très bien. Donc, on a Serwel, on a Chechia, on a le Hzam, on a Jalteta. Il y a un fond de robe. Alors, c'est un fond de robe. Oui. Alors, il y en a ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le Jalteta. Alors, pour les Oranaises, c'est un fond de robe qu'elles mettent en dessous de la blouse Aouharania. Donc, mais actuellement, on ne la met plus. C'est devenu... Oui, il y a des tendances, mais c'est passager. Alors, les différents tissus aussi, vous avez abordé justement donc, sur le velours. Le velours, il était beaucoup plus utilisé pour le mejboud, c'est-à-dire le fil d'or. Justement, durant la période turque à Oran, en 1792, lorsque le bey Mohamed el-Kbir a libéré Oran, c'est vrai, les Turcs, ils avaient une façon de s'habiller qui était, c'était le faste. J'ai parlé de Lalla Badra qui est l'épouse du dernier bey d'Oran. Le bey Hassan, le dernier bey d'Oran. D'ailleurs, c'était sa préférée. Sa préférée, et il a craigné, franchement. Et c'est grâce à elle que l'émir Abdelkader et son père Haj Mahiddin ont été libérés. Parce que bey Hassan, il avait l'intention de les tuer. Il les a retenus durant 2 ans dans l'Arish, à la maison de la Treille, dans la rue Bassano. Il allait les tuer. Si ce n'est pas Lalla Badra qui avait intercédé en leur faveur, voilà, il n'y aurait pas eu de... Voilà, la blousa, l'ancienne blousa. Donc, qui a vu quand même à travers les années une certaine modernité. Oui, influence. Justement, il y a une anecdote que j'aimerais signaler. Nous savons très bien que les Français sont rentrés à Oran en 1831. Effectivement. En 1865, Napoléon est venu à Oran. Ah oui, avec Joséphine. Avec son épouse. Et justement, la robe qu'elle portait, c'était une robe au style empire. Oui, effectivement. Elle a influencé les Oranaises. Justement. C'est une blouse, c'est une robe qui était assez décolletée, qui avait des manches bouffantes. Des manches bouffantes, exactement. Alors les Oranaises déroulent des élastiques pour que ça soit bouffant, ou déroulent des élastiques vers le bas. Oui. C'est-à-dire là, la blouse, elle a eu d'être un... Quand on parle de Rlila, voilà. La Rlila, voilà. Allez-y, continuez l'histoire. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que la blouse a pris un nouvel essor. Elle s'est modernisée un peu plus.
Oui, Et très bien. elle suit les tendances. Oh, la blousa, elle suit les tendances. Qui m'a Donc voilà, elle suit la tendance Elle parce suit que la la tendance. blousa y est. La blousa, elle est algérienne, elle est toujours. oranaise. Dans le surtout. fond, oui. Donc dans le fond, c'est. Dans le fond, Et à travers les années, donc elle a pu un petit peu se moderniser d'une moderniser. certaine façon. Donc on prend de par-ci par-là. D'ailleurs, on voit la couverture. C'est une très très belle couverture. C'est une femme oranaise, c'est une oranaise. justement avec le chitla comment on dit en aranais. Voilà, Chentouf, chentouf تاع اللويز. تاع اللويز Oui. والدبلون. والدبلون, Voilà, voilà. donc les louis d'or. Et puis, de toute façon, il n'y a pas une oranaise où elle n'a pas quand même chirtla تاع Toutes, elles en ont Louise. toutes. Elles ont toutes Elles en ont dans toutes. leur, chez en ont elles les louis d'or et Absolument. dablon, ne serait-ce que dablona wahda. Donc, Elles en ont toutes. elles en ont toutes. Elles, avaient exactement. c'est-à-dire, elles pouvaient acheter par facilité de l'or. C'est les bijoutiers, Voilà. c'est les joailliers de Medina Jidda. Et avant, Ouais. c'est qu'il y avait des femmes, justement, qui ramenaient de l'or dans les maisons parce que c'était, comment on appelle ça, de Delalet, elles vendaient par facilité. Exactement, elles vendaient par facilité et c'est à travers ces delalet que toutes les femmes oranaises ont pu acquérir quand même Des bijoux. Des bijoux, ouais. oui, un bon, Et elles un étaient, bon elles étaient coffre très de portées bijoux. sur les bijoux. Hein. Oui, les oranaises, elles sont très portées Très sur les portées sur bijoux. les bijoux. Et pas les bijoux de fantaisie. Hein. Non, non, non. C'est de l'or. De l'or. Voilà, donc bien Elles étudié. avaient le brim, Oui. c'était des anneaux pour les pieds, Le elles brim, avaient des exactement. samoyines, elles avaient plein de trucs. Effectivement, oui, oui. Ben voilà, on a fait un petit peu le tour de votre dernier ouvrage. Donc, c'était l'invité de la matinale, c'était Madame Fadela Sahri, alors auteure, artiste plasticienne, beaux-artiste, et bien sûr, elle écrit même pour les enfants. Donc, elle vacille entre tout ce qui est enfant, tout ce qui est adulte, et voilà. Et on a un bel auteur qui nous fait de très belles réalisations et de très beaux ouvrages, on va dire. Donc, merci beaucoup, Fadela Sahri. C'est un plaisir. Eh bien, à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Peut-être un autre ouvrage. Oui, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter. En relation avec l'Oranie, Toujours l'Oranie. Très bien. Et voilà, alors chanson de Hanan, on se retrouve juste après. يا سيلة الزمن الهموم نوروني quand on n'a que l'amour à offrir à cela dans l'unique combat que de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à
que Carrefour. When we have only love to talk to canon, and just the only song to go thanks Une très très belle interprétation, une très très belle aussi voix et une très très belle reprise. Quand on n'a que l'amour, on va dire, eh bien l'amour aux parents, l'amour des enfants, l'amour de la patrie, l'amour du conjoint, l'amour en général. Quand il y a que l'amour, eh bien, on vit dans la sérénité, bien sûr. Donc, une très très belle chanson de Hanan. On l'a bien écoutée, on l'a bien appréciée aussi. Eh bien, c'est une transition toute faite puisque je reçois sur le plateau Mohamed Mihoubi. C'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour. Sabah al-Anwar. Sabah al-khair. C'est réciproque. Merci beaucoup. Moi, je suis très content d'être parmi mes frères. Eh bien, aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on va parler d'un hommage à un grand cinéaste et dramaturge renommé, une figure emblématique de la scène culturelle oranaise. Alors, il a à son actif plusieurs pièces théâtrales. Production théâtrale et production théâtrale. Et de cinéma aussi. Cinéma aussi, voilà, comme El Fouga, comme Mol Khair, comme Oued El Khair, comme Jannat El Mejnoun, comme El Mouja aussi. Donc, et vous avez décidé de lui marquer un hommage à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. C'est Belfadel, Mohamed Belfadel, Rabbi yarhamou. Alors, pourquoi cet hommage? Parce que j'ai travaillé avec lui pendant 43 ans. On a commencé ensemble le théâtre. Oui, bien sûr. On a commencé ensemble en tant que comédien dans la troupe théâtrale Théâtre des Travailleurs d'Oran, association culturelle Amel. Et après 88, on a commencé à écrire et à réaliser. Il a été mon premier réalisateur dans un travail individuel. C'est un monodrame qui a été bien diffusé à l'échelle nationale. Et après, on a commencé de faire les tournées. Louis, il avait l'idée d'aller vers le cinéma, mais c'est-à-dire, il a été le président de l'association. Il a travaillé avec moi en tant que comédien, auteur, réalisateur. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, et surtout, il était formateur. La plupart des jeunes de théâtre, il a formé. D'ailleurs, on a sa photo sur l'écran qu'on voit d'ailleurs. Alors, quel est le programme justement? Parce que l'événement, c'est demain. L'hommage, c'est demain le 9 janvier. On a tracé un programme simple. On n'a pas voulu faire un hommage classique. On a décidé de le rendre hommage avec artistiquement, c'est-à-dire avec l'art. J'ai décidé de jouer un spectacle, un court spectacle. De combien de minutes? De 7 minutes, c'est énorme. La télévision, 7, 13. Exactement ça. Bien sûr, parce qu'actuellement, les courts spectacles, ça marche très bien et le public n'accepte pas de parler d'un drame pendant une durée exagérée. Alors, le titre, c'est El Fennan Yaoud, ou bien le retour d'un artiste, parce que dans la vie, on a remarqué que l'artiste, l'homme, il peut partir, mais l'artiste reste avec ses œuvres. C'est à travers sa mémoire, ses travaux. Les œuvres, les initiatives. Et c'est la raison pour laquelle on a tracé le programme EDA, un spectacle de théâtre. Et il y a des messages, il y a des lettres, il y a des témoignages qui seront présentés par d'autres amis de l'artiste. C'est au niveau du théâtre de Poche d'Oran à 14h
demain, jeudi, le 9 le 9 janvier. Donc demain, le 9 janvier, rendez-vous pris. Donc pour un hommage à Monsieur Mohamed Belfadel, Rabbi yarhamou, dramaturge et homme de théâtre, de cinéma. Donc, eh bien, il vit à travers ses travaux, à travers ses écritures, à travers ses formations justement qu'il a données. Il a donné du savoir quand même à une jeune génération qui a appris l'art, on va dire, à travers ce grand homme. Donc demain, jeudi à 14h, au Petit Théâtre de l'association culturelle ML au niveau de la maison de jeunes Bark Mili, 11 rue Bark Mili, ou bien au centre-ville. Très bien, voilà, rendez-vous pris. Alors, une escapade musicale Anwar avant la dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie. Donc, tout ce qui est sucré, il sera présent ici tout à l'heure, après cette belle interprétation de Anwar. ارحمي القتلى فت بالآتاب ونزلت الماء قال لي البواب هل تريد وصلا فت بالآتاب ونزلت الماء قال لي البواب هل تريد وصلا سلبت ليلى مني يا العاقلة قلت يا ليلى ارحمي القتلى قال لي يا صاح مهرها الأروى كم محب راح في هوى ليلى قال لي يا صاح مهرها الأروى كم محب راح في هوى ليلى سلبت ليلى مني يا العقلة قلت يا ليلى ارحمي القتلى يا كثير النوم أين غبت اليوم عن شراب القوم هيجي العقل يا كثير النوم أين غبت اليوم عن شراب القوم هيجي العقل. Le gâteau algérien à l'honneur, puisqu'il a été quand même classé l'un des premiers dans le monde arabe, c'est Maqroud el-Louz, l'incontournable Maqroud el-Louz qui a été classé premier dans le monde arabe. Donc on a avec nous une dame qui nous a fait des pépites aujourd'hui. Alors, elle a mis à l'honneur tout ce qui est typiquement algérien. L'araïch, ils sont là. Le fenid, le mchaqaq, maqroud el-louz, et j'en passe. Donc, on va parler de ces bons et beaux gâteaux avec Madame Samira Sayah. Bonjour. Merci. Merci pour l'invitation, Madame Imen. Rabbi yahfadkom. Voilà. Bien, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que
vous êtes dans la confection de gâteaux. Quand je dis confection, parce que c'est avec minutie que vous faites vos gâteaux. Vous les travaillez un à un, avec une certaine technique et une certaine beauté. Bien sûr, avec amour aussi. Exactement, avec amour. Alors, ce que j'ai adoré, ce sont les fruits trompe-œil. Voilà. Alors, regardez. C'est la pâte d'amande classique, c'est des fruits classiques. Ce n'est pas une merveille, ça. Donc, on demande à Samir de... Alors, je ne peux pas. Attendez. Sinon, très bien. Très bien. Donc, alors, les fruits trompe-œil, c'est magnifique. Vous avez fait une formation de gâteau? Oui, c'est la première des choses, c'est ma mère qui m'a appris les gâteaux, voilà. L'amour de la confection des gâteaux, voilà. Depuis que j'étais petite, voilà, et après, j'ai fait des formations, mais la base, c'était avec ma mère. Voilà. Vous avez aimé, on va dire, ce métier depuis que j'étais petite, à travers votre maman. Voilà. ربي يرحمها c'était mon école ربي يرحمها ويصبرني عليها parce que هي كانت كل شيء في حياتي صراحة هي elle m'a donné il n'y a pas plus précieux qu'une maman. Voilà ربي يرحمها ويربح الجميع. Voilà, et surtout j'ai basé pour les gâteaux algérois. Voilà. On va dire algérien, parce que maintenant, même les raïch, on les fait à Oran, on les fait à Constantine, on les fait même. Donc, moi je pense que il n'y a pas un gâteau algérois et il n'y a pas un gâteau oranais. Il y a un gâteau algérien tout court. Donc, et là, c'est qu'on se retrouve avec des gâteaux typiquement algériens. On ne les trouve pas dans d'autres pays. Et comme le fanid. Le fanid, c'est typiquement algérien. D'ailleurs, quand on voit. Quand on voit le fanid, il a connu une certaine disparition. الفانيد ما حبيتش نخرب فيه الفلافل في لا ديكوراسيون درت تاع زمان كي شغل يبقى على اصوله. C'est le décor d'antan et tout. Avec ça vraiment. Voilà, avec la petite fleur. Voilà, le gâteau c'est magnifique. Le plus difficile. C'est le plus difficile. Alors pourquoi il est très difficile? هذا مستخرج من فن اليد. الفانيد مستخرج من فن اليد. عنده اللوز تاعو مفقود. فوالا نجيبوه من المديه يعيطوا له ماركونا. On trouve pas la variété. On trouve pas ici. ينصاب في المديه بليده. فوالا وخدمته صعيبه. بكري كانوا الناس زمان يرحوا بيديهم كامل وينشفوه بوندون 15 جور. فوالا بالبابي فوالا باه يديروا عليه مستخرج يقولوا فن اليد. شغل خدمته صعيبه وماشي كامل الناس ينجحوا فيه صراحه. D'accord. Voilà. Et quel est le secret justement de la réussite d'un bon fanid? C'est le travail تاعو صعيب. C'est le travail c'est pendant 1 heure وانت تخدمي فيه باه tu le façonnes après ديريه في الفور كي تشوفيه ما ترتقش سي بون راه ريوسي. فوالا عنده لا ديوري دو كويسون تاني تاعو لي سكري. Combien de temps? عنده 20 à 25 minutes. À combien de degrés? Il y a 100 degrés. Voilà. عنده le goût à peu près كيما الماكارون. Voilà. واش هذاك الماكارون français. Ça doit être bon ça. Voilà. Très bon ça. Voilà. Et le mshqouq aussi. Justement, et le mshaqaq. Voilà, comme on dit, le mshqouq, le mshaqaq. Oui. Donc, et là, c'est que il est réussi quand il est mshaqaq. Voilà. Quand il est mshaqaq, il est réussi. Voilà. ثاني سي ان غاتو تاع زمان فوالا تاع بكري. سي بيان دوماج شغل ماذا بينا نحيو هاد الحلوى ما تموتش صراحه تقعد. Oui, on a même on a Makroud el-Louz qui a été classé premier dans le monde arabe. Makroud el-Louz على اصوله فوالا على اصوله comme elle a dit. Voilà. ni déco ni rien. هو il est simple et beau. Voilà. Exactement. Voilà. Donc il y a ces 100% amandes de toutes les façons. Amandes, voilà. Voilà. Très bien. Donc, et c'est très difficile aussi de réussir un bon Makroud el-Louz pour le garder aussi très fondant. Et le gâteau le plus. Le qnidlet, oui. Le qnidlet, c'est algérien, ça. Le qnidlet, voilà. L'incontournable. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps pour attendez que je vais la mettre. Voilà. Et tout est à la main, tout est fait à la main. Ça prend beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps. ولازم تكوني تحبي هاد Et si vous avez par exemple une commande de 300 pièces, vous faites comment? Ben je travaille seule, نخدم des fois حتى 3000 à 4000 pièces pour les mariages. Mon Dieu. Oui, je travaille seule, oui.
Je m'organise, voilà. C'est pas évident. Ouais, je m'organise. Parce qu'il faut savoir aussi que vous êtes maman. Oui, maman de 3 enfants, bas âge, donc ce n'est pas facile. Oui, mais comment aussi, vous alliez les deux? Je m'organise, voilà, c'est وقت الحلوة حلوة, وقت الطياب طياب. Vous avez une grande cuisine, je oui, suppose. Oui, j'ai une grande cuisine. Voilà, وعندي ma fille, elle a 13 ans, elle m'aide. Elle aussi, vous l'avez mise sur le... Voilà, les caissettes, هكا تحط في les boîtes, elle m'aide, c'est tout, mais je travaille seule. Voilà. Très bien. Alors, on voit l'araïch. L'araïch, oui. D'ailleurs, l'araïch qui sont... c'est un gâteau typiquement algérien. Ah bah oui, et c'est très difficile de le façonner déjà. Avec talia. Talia, ta'zman. Ta'zman. Voilà, talia ta'zman. Voilà. Ta citron, voilà. Ah, avec du citron. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Madame. Donc, voilà. Et le harissa aussi. Et le harissa, c'est ça? Oui, هذه هي. مفقودة. Voilà, harissa راهي مفقودة. Alors, on essaye de zoomer sur ça parce que ça, c'est ça le هذيك harissa. الهريسة وهذيك الكفتة. Voilà. Le kefta. Alors, quelle est la différence entre les deux? الكفتة اللي فوغي aux amandes et aux noix، مي الهريسة هذه هريسة اللوز طيب في الكسرونات كيما الناس زمان يطيبوها C'est في pas الكسرونات. constantinois? نو هذيك هريسة اللوز. نو هذه هريسة تاع زمان مخدومة في الكسرونة ومن بعد ديري 3 كولور ابخي تضفريها وفوالا ودير لها السكر تقطعيها مقرطات فوالا. Il va falloir qu'on fasse des formations chez vous. Hein, alors. مرحبا بكم. Les filles de la régie. Alors, et là, c'est... Oui. Voilà, مخبز aussi. Voilà. Oui. Et les pyramides. Voilà. Alors, notre réalisateur Samir Hamidi a dit attention aux diabétiques. Hein. Attention. Il n'est pas trop sucré, normalement. Ah, il n'est pas trop sucré. Voilà, vous avez voilà. un petit peu... Voilà, et bonne dictation à l'équipe de Canagéria, vous aussi, Madame Iman. Merci. Voilà. Alors, vous avez même... Alors, votre spécialité, ce sont les fruits trempeuils. Voilà, les alors, fruits regardez-moi classiques, ça. voilà. Regardez-moi cette beauté de la Voilà, figue. les fruits classiques. Voilà. C'est la figue. Voilà. On dirait que c'est vrai, hein, c'est la vraie figue. لازم تكوني تحبيها Avec la figue de Barbarie aussi, regardez-moi ça, regardez. Une beauté, une merveille. Avec ça, ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps, oui, ma soeur, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon fruit trempeuil? À peu près في la recette ديالها. Oui. لازم شوف هاد لي فروي لازم يتخدموا باللوز صراحة. même la farce عندها des secrets. اللوز والجوز وكامل. On ne peut pas avoir, bien sûr, le secret de... Oui, عندها les concassés, عندها le biscuit داخل, voilà, les crèmes, voilà. Après, en façon... Moi, on m'a dit que c'est la crème au beurre qu'on utilise dans le... La crème au beurre, mais... À savoir comment elle est préparée aussi. Bien sûr, la crème au beurre avec de la chantilly. Non, pas chantilly. Non. Avec un caramel fait maison, voilà. Ah, d'accord. Voilà, caramel beurre salé fait maison. Fait les concassés. Voilà, on ouvre des boules. Après, on façon... Combien le grammage de la boule que vous... La boule, 25. Voilà. 25 grammes, qui est à l'intérieur. À l'intérieur, d'accord. Oui. Et la voilà. boule de la pâte? Voilà, 40. Ah, d'accord, donc 40... 25. 25, voilà. d'accord. Voilà, aucun siffleur pour la finition, voilà. تخرج حقيقية الفاكهة. Voilà. Et on a là-bas aussi... زيريات تاع زمان. زيريات تاع زمان, voilà. زيريات والبقلاوة. Voilà, الزيريات تاع زمان هما يتعسلوا والقنيدات لا. Alors, dites-moi, quand vous faites, par exemple, quand il y a des commandes de gâteaux, quel est le gâteau le plus demandé? Le plus demandé pour les mariages, c'est les fruits, مخرط اللوز, مخبز, حاجة طالية مخبز ولا كعكعات ولا عرايش, والزيريات les plus demandés chez Gâteau Michelet. Voilà, les plus demandés au mariage. Voilà. Donc, bah oui, c'est ça. Hein. Donc, et est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous donnez des formations à des filles? Dire des formations, voilà, VIP, voilà. Ah, d'accord. Voilà, VIP, c'est tout. Très bien. Alors, vous avez récemment participé à un concours national, justement, et vous avez eu une médaille d'or. Voilà. Lors de ce concours. C'est le début, hein? Oui, ce n'est que le début. Oui. الحمد لله يا ربي كانوا فرحانين
وماذا بيا نزيد نفرحكم اكثر من هكذا ان شاء الله يا ربي. Eh bien, Farahtina, déjà rien que pour nous ramener ces merveilles typiquement algériennes, made in Algeria. Donc, ماذا بينا نحافظوا على هذا التراث كم الفانيد القنيدلات اللي شغل لازم تكون حاضره في الطاوله تاع الجزائريين. Eh bien, on se quitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bon courage. Merci pour l'invitation. Et certainement, ça ne sera pas la dernière fois où vous allez participer à une émission avec nous. Donc, certainement, vous serez présente avec nous dans d'autres occasions, d'autres émissions. ونشكر الزوج ديالي اللي ديما مساندني وما famille oui, le mari et mes enfants. Eh ben oui, et les enfants. Voilà, j'embrasse beaucoup Madame Karima et très bien. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers amis du matin, eh bien, sous cette note sucrée, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain avec d'autres plateaux, d'autres invités. Ciao.